Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On est parti pour le sommaire de cette émission. On reprend aujourd'hui sur Chantier Sonore. Cette association propose aux enfants de se familiariser avec le média radiophonique, outil puissant, vous le savez. Vous allez voir que il est aussi efficace pour tenter d'enrayer le phénomène de décrochage scolaire. Quelle est l'importance de l'éducation aux médias en France? Avec quelle pédagogie surtout? Cet apprentissage doit-il dépasser, oui ou non, le cadre de l'école? Et quel rôle également pour les parents? On pose toutes ces questions dans un instant. Il y a une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de désarmer la désinformation, une initiative menée en Gambie. C'était pas facile à dire aussi. Non, c'était pas facile. T'es bien meilleur que moi. On y va. Bonjour Elsa et Boris, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça va très bien et vous? Ça va super bien, on est surtout très heureux de vous accueillir sur le plateau de School TV Le Mag. Elsa Landard et Boris Duchezeau, cofondateurs et cofondatrices de Chantier Sonore et donc formateurs et formatrices radio en ZEP. Comment va votre bébé tous les deux? Chantier Sonore, il va très bien. Ça va, c'est un petit bébé, il a même pas 3 ans. Et nous, là oui, enfin, Chantier Sonore. Jeune enfant, quoi. Il a quel âge? Il a quel âge, Chantier Sonore, le bébé? Il a 2 ans et demi à peu près, il est né en août 2022. C'est ça. Donc voilà, pour l'instant tout va bien, il grandit bien, il s'ancre bien sur le territoire, donc c'est plutôt chouette. J'imagine que les nuits sont courtes, non? Oui, ouais, en tout cas, ouais, c'est un travail à temps plein de s'occuper d'une petite association qui est en début de vie. Alors justement, comment est né... Alors on va commencer avec vous, Boris. Comment il est né ce bébé, ce projet? Et quelle est la philosophie derrière? Chantier Sonore est donc né de la rencontre d'Elsa et de moi-même. C'est au moment avant Chantier Sonore, moi j'étais responsable du secteur jeune de la ville de La Teste-de-Buch et on s'était rencontrés parce qu'on avait proposé de créer un média sur la structure jeunesse et du coup on s'était rencontrés avec Elsa pour créer à l'époque ce qui existe toujours et ce qu'on appelle la radio mobile. Et du coup c'était un des premiers projets auxquels moi je participais au niveau de ce média-là. Et de fil en aiguille, on s'est très bien entendu avec Elsa, on a continué de discuter et l'envie est née de créer un projet associatif sur le territoire pour développer de l'éducation aux médias et à l'information via la pratique radiophonique et d'autres médias aussi parce qu'on travaille sur d'autres supports. Et du coup voilà comment est née cette initiative sur le territoire. Elsa, quelle est la particularité du média radio? Pourquoi vous avez misé tout de suite sur le média radio? Alors moi je viens du média radio, donc en fait je l'ai fait assez naturellement puisque j'ai une formation de journaliste radio et j'ai travaillé en radio et en fait je me suis rendu compte de par mon expérience, j'ai commencé à faire des ateliers d'initiation à la radio, d'éducation aux médias avec des publics qui connaissaient rien du tout à ce média-là au départ et je me suis rendu compte que c'était vraiment un média qui était accessible dans le sens où finalement il s'agit juste entre guillemets de parler dans un micro ou de tendre le micro à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse parler dedans. Donc voilà, c'est assez accessible et c'est assez satisfaisant je pense pour plein de jeunes et d'enfants de réussir et d'entendre sa voix et voilà, il y a un côté très ludique et qui marche tout de suite quoi. Et puis en plus de ça, à force de faire des ateliers, puis à force de transmettre ce média-là, je me suis rendu compte, et Boris l'a vu aussi, que ça pouvait déclencher des choses, quoi. C'est-à-dire que des enfants qui étaient assez timides l'étaient peut-être un peu moins avec le micro, des enfants qui prenaient beaucoup de place, du coup ça les canalisait aussi. Et puis le fait de créer des choses en collectif aussi, du coup ça permettait de développer l'écoute, la cohésion de groupe et tout ça. On a continué sur le média radio parce que moi c'est mon média de prédilection, bien que comme Boris l'a dit on touche aussi à d'autres médias, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire autour de la radio et qu'on continue quoi. Boris, comment est-ce que vous percevez l'intérêt des adolescents pour la radio comme format? Est-ce qu'ils en consomment?
Alors de la radio à proprement dit, non, ça va pas être les premiers consommateurs. Quand on leur parle de radio, souvent ils associent ça à leurs parents, voire à leurs grands-parents, ou à un truc un peu pénible qu'ils écoutent dans la voiture quand ils font des trajets familiaux. Du coup voilà, après le mot podcast leur parle un peu plus, même si c'est pas un média de prédilection non plus pour eux, c'est pas le premier support sur lequel ils vont aller chercher de l'information ou se divertir. Mais du coup, quand on arrive sur un atelier, c'est vrai que nous, Elsa leur présente l'univers du podcast, de la radio. Et vu que c'est une pratique extrêmement ludique dans sa mise en œuvre, dans son contact avec les gens, les adolescents sont quand même assez friands de ça. Et du coup, l'attractivité et la curiosité naît assez vite pour ce public. Et c'est là tout l'intérêt de la radio aussi, c'est-à-dire que dès qu'ils voient la console où on les met en position de technicien avec les boutons de toutes les couleurs, etc., ça les attire et du coup, ils ont envie de regarder et d'être un peu plus curieux sur comment ça marche. Et aussi le fait de parler dans un micro ou d'aller interviewer des gens avec un enregistreur, les ados se révèlent et ils y vont assez rapidement et assez facilement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose... Elsa. Oui, quand on leur demande quels médias ils vont consommer, c'est sûr que... alors c'est beaucoup les réseaux sociaux, mais ce qui nous permet aussi de parler de l'usage des réseaux sociaux, parce que nos ateliers ils servent aussi d'éducation aux médias, donc on en parle beaucoup, mais ils sont attirés plus vers des formats d'images, de vidéos, puisque c'est plutôt ça qui... Voilà, ça a plus de place aujourd'hui. Et du coup, de faire du podcast ou de la radio, ça permet aussi de mettre l'image de côté, parce que on se filme pas. Et du coup, pour des jeunes, en tout cas, moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Il n'y a pas cette notion de... Alors, ça peut être hyper bien de faire des projets aussi autour de l'image, de la télé, de la vidéo, mais là, c'est juste leur voix, donc ils vont pas se concentrer sur est-ce qu'ils sont beaux ou pas à la caméra. C'est juste la voix qui compte, et du coup, on peut se concentrer sur autre chose. Et ça permet de les décrocher aussi un peu de ce côté image et écran, quoi. Boris, pourquoi l'éducation populaire, j'ai un sentiment que c'est une partie inhérente, enfin c'est limite l'ADN de vos projets, pourquoi ? Parce que je pense qu'on vient de là tous les deux avec Elsa. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, je suis animateur socio-culturel de formation et ça fait 20 à 25 ans que je baigne dans cet univers et que j'en ai vu les bénéfices et ce que ça pouvait générer auprès des publics. Et du coup, c'est clair que quand on s'est rencontré avec Elsa, on s'est tout de suite rendu compte qu'on travaillait sur ces valeurs-là tous les deux. Elle sur la pratique médiatique et moi plus sur l'accompagnement des jeunes au quotidien. Et du coup, quand on a voulu créer cette initiative, pour nous, il était clair et ça se fait de manière très spontanée et très naturelle de mettre de l'éducation populaire à l'intérieur de nos projets, c'est-à-dire de rendre acteurs les participants, de leur permettre d'expérimenter, de provoquer les rencontres et surtout d'apprendre autrement par une pratique ludique. Et pour nous, ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui dans le projet et ce qui le rend attractif aussi, c'est-à-dire que la pratique médiatique, oui, on l'a fait, mais sur des valeurs de l'éducation populaire et c'est ce qui plaît aux structures qui nous contactent aujourd'hui et c'est ce qui fait fonctionner le média aujourd'hui avec les publics. Et d'ailleurs, Elsa, vous vous adressez aussi aux jeunes en situation de décrochage scolaire. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas précis ? Alors ça, c'est particulièrement un projet qu'on a monté et qui a commencé là cette année. Donc c'est un gros projet qu'on mène avec le collège Henri Derle de la Teste de Buch. Et c'est en fait on a imaginé un projet justement dans le cadre d'un appel à projet qui était lancé par la Fondation Bordeaux Mécène pour lutter contre le décrochage scolaire à travers cette pratique médiatique et la pratique radiophonique, même médiatique plus largement, parce qu'on ne fait pas du tout que de la radio dans ce projet-là. On a proposé ça à Bordeaux-Mécène, on a été lauréat de ce programme-là. On en a parlé du coup au collège Henri Derle de la Teste, qui a tout de suite accroché. Donc on a monté ce projet-là, où en fait l'idée c'est de voir des jeunes toute l'année, donc qui vont vraiment de la 6e à la 3e, des jeunes qui ont été repérés par le collège comme étant en voie
éventuels de décrochage scolaire. Et les groupes sont assez mixtes, c'est-à-dire que dedans, il y a peut-être des jeunes qui sont quasiment déjà décrocheurs scolaires, c'est-à-dire qu'ils viennent quasiment plus au collège et que voilà, ils sont allés rechercher. Et aussi des jeunes qui sont au début de peut-être une déscolarisation, mais qui ne le sont pas encore du tout. Enfin voilà, qui sont peut-être en difficulté pour plein de raisons différentes. Et l'idée, c'est qu'à travers ces ateliers qu'on mène à peu près une fois par semaine, on puisse aussi leur redonner le goût de la curiosité, l'envie d'apprendre, et aussi qu'ils puissent reprendre confiance en eux, parce que c'est des jeunes qui voilà, sont pas du tout valorisés dans leurs compétences au quotidien, parce qu'ils sont pas dedans, quoi. Et là, l'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, ils savent faire plein de choses. Et du coup, quand on retrouve la confiance, on retrouve l'envie d'apprendre, on retrouve l'envie de bien faire. Et en tout cas, c'est le pari qu'on fait. On espère que ça marchera et que voilà, ils pourront poursuivre leur formation, leurs études, quelles qu'elles soient, quoi. Le collège Henri Deurle, effectivement, qui a tout de suite été convaincu par votre projet. Vous avez signé 3 ans, c'est ça? C'est un projet au long cours, sur 3 ans, pour avoir justement, pour pouvoir suivre au mieux, c'est ça, Boris, tous ces élèves décrocheurs? Oui, comme disait Elsa tout à l'heure, on est accompagné et soutenu par la Fondation Bordeaux Mécènes Solidaires pour le projet de résidence de journalistes, et le département de la Gironde aussi qui accompagne ce projet et soutient ce projet. Et au sein de l'accompagnement Bordeaux Mécènes Solidaires, on a posé dans le cahier des charges, et c'est un accompagnement sur le programme jeunesse dont on est lauréat, qui est sur 3 ans. Donc là, on part de 2024 à 2027 avec 3 ans de résidence au collège Henri Deurle, donc chaque année une nouvelle résidence avec une nouvelle forme, des nouveaux contenus et des nouveaux collectifs, et peut-être aussi, si tout va bien, une école élémentaire de secteur qui pourrait rejoindre la résidence à partir de l'année 2 et l'année 3 pour travailler aussi sur le passage du CM2 à la 6e. Et Boris, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément et concrètement du déroulé d'un projet? Ça dure toute l'année, les élèves choisissent leur sujet? Alors là, on est vraiment tout au début du projet, donc on a un objectif, on s'est donné quand même un objectif pour la fin de l'année, parce qu'on s'est dit que c'était bien de ne pas totalement naviguer à vue, de sortir du coup pour le mois de juin une revue. Donc ce serait une revue papier qui va être tirée à 100 exemplaires, mais on a aussi envie de créer du contenu sonore, pourquoi pas aussi vidéo, donc on ajoutera ces médias-là via des QR codes peut-être dans la revue. Mais là, on a commencé avant les vacances de la Toussaint à rencontrer les collectifs. Et en fait, c'est un projet donc moi j'interviens, je suis là à chaque séance, mais je suis pas la seule à être là. Déjà, je suis toujours accompagnée d'animateurs ou d'éducateurs du territoire. Donc à chaque fois, il y a soit une animatrice de la structure jeune de la Teste, soit une éducatrice de l'association Passerelle qui est avec moi. Et en plus de ça, on a aussi d'autres intervenants, des intervenants. Donc il y aura une journaliste qui interviendra sur le côté image et photojournalisme. Il y aura une graphiste qui viendra sur le côté maquette de la revue. Et puis il y a aussi le collectif Ta mère la mieux, qui est un collectif bordelais de slameurs. Donc là, on est accompagné par Aesop, qui fait des ateliers plutôt sur l'écriture slam. Alors on sort du contexte un peu journalistique, mais on a voulu même commencer un peu par ça. Donc lui, il a déjà commencé les ateliers parce que ça permettait aux jeunes aussi de découvrir une autre forme d'écriture. Et puis de désacraliser un petit peu l'écriture, quoi, de se lancer et puis d'oser y aller. Et puis on avait aussi envie de proposer en fait dans cette revue et dans cette résidence différentes formes d'expression. Alors il y aura forcément du journalisme parce que ils vont poser des questions, ils vont faire des interviews, ils vont écrire des articles, voilà, ils vont faire plein de choses comme ça. Mais on voulait aussi leur permettre, pour ceux qui auraient une créativité ou un sens artistique plus aigu que les autres, de s'exprimer aussi via ce média-là. Et donc on se voit 1h30 par groupe par semaine, à peu près, plus ou moins. Ils ont bien de la chance, ça a l'air vraiment top. J'ai envie de retourner en classe. C'est parti, c'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix.
Aujourd'hui, Alix, tu mets en lumière Désarmer la désinformation, initiative qui vise à lutter contre les fausses informations auprès des jeunes. Et ça se passe en Gambie. Et oui, initiative portée par le Centre international des journalistes. Elle a pour objectif de freiner la propagation de la désinformation grâce à une approche d'éducation aux médias qui se veut complète. Désarmer la désinformation a été pensée avec le soutien de Poynter Institute, une organisation de formation pour les journalistes basée aux États-Unis. Ce programme de 3 ans forme ce qu'ils appellent des leaders communautaires, autrement dit des personnes qui, après avoir été formées, sont chargées de sensibiliser et d'éduquer leur communauté. Ces leaders organisent des ateliers et des formations via lesquelles ils aident à développer des compétences en vérification des faits et encourager des pratiques responsables de partage d'informations. Mariama Danso, directrice de l'organisation locale Fact Check Center, intervient auprès des jeunes lycéens pour lutter contre la désinformation. Elle propose des ateliers dans des écoles. Elle utilise notamment la radio communautaire. Mariama s'efforce d'ailleurs de démontrer l'importance d'une sensibilisation accessible à tous, y compris à ceux qui n'ont pas accès à Internet. D'après les données de la Banque mondiale pour 2022, un peu plus de la moitié de la population gambienne a accès à Internet, d'où l'importance de combattre les fausses rumeurs qui circulent aussi hors ligne. Les résultats sont prometteurs. Dans certaines écoles, les élèves ont même souhaité créer des clubs de presse pour partager de l'information fiable. Pour Mariama Danso, l'objectif est clair, contribuer à construire une société mieux informée où chacun prend le temps de vérifier avant de partager. Elsa, vous abordez le sujet de la désinformation ? Oui, oui, c'est vraiment... Alors, des fois, je propose des ateliers vraiment d'éducation aux médias où on fait pas que ça, mais en tout cas, c'est vraiment au centre. C'est une discussion autour de comment on s'informe en 2024 et justement quels sont les enjeux d'une bonne information, quels sont les risques de la désinformation et comment justement on peut vérifier les infos, débunker les fake news et comment on peut... tout simplement aiguiser son esprit critique parce que c'est hyper important, que ce soit pour des jeunes ou pas que pour des jeunes. D'ailleurs, je pense qu'on est tous confrontés à ces enjeux-là aujourd'hui. Et après, soit c'est vraiment des ateliers très spécialisés là-dessus, soit c'est sur des projets au long cours. C'est des choses qu'on va aborder ponctuellement à travers des discussions ou à travers la pratique aussi, puisque aussi en pratiquant, l'air de rien, le métier de journaliste à petite échelle, on se rend compte aussi de comment est fabriquée l'information et comment travaillent les journalistes. Et donc, on peut aussi désacraliser un peu ce métier-là. Boris, c'est basé sur le volontariat, vos projets ? Oui, tout est basé sur le volontariat. On travaille avec des structures partenaires du territoire, donc que ce soit des structures jeunesse, enfance, des structures du médico-social ou des établissements scolaires. Et après, chaque public qui vient participer à une action ou à un projet de chantier sonore vient sur sa volonté, son envie de participer à un projet de ce type. Comme le projet dont on parlait tout à l'heure, la résidence de journaliste, il a été proposé aux jeunes par le personnel du collège et c'est eux qui ont décidé si oui ou non ils voulaient participer à cette aventure. Et pour toutes nos actions, il en est de même. Sauf quand c'est des classes, des fois on intervient avec des groupes classes, donc là c'est proposé à la classe entière. Voilà, mais sinon la plupart du temps c'est volontaire. Est-ce qu'il y a certains de vos élèves qui arrivent à convaincre, avec un bouche à oreille puissant j'imagine, certains élèves en difficulté ? J'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que certains de vos élèves arrivent à convaincre parfois d'autres élèves qui passent sous les radars et qui sont eux aussi en difficulté et qui ne sont pas dans vos ateliers, dans vos formations ? Les convaincre de venir pour nos ateliers ? Ouais. Alors là, c'est le tout démarrage, mais oui, ça s'est fait dès le premier atelier. Donc, dès le premier atelier, on a une jeune qui est venue, qui n'était pas prévue à la base, qui n'avait pas été repérée par la direction, qui est venue dès le départ parce que elle avait un ami qui participait au projet, puis du coup, il lui avait présenté et elle avait très envie de participer. Et finalement, elle a été intégrée et c'est très chouette qu'elle soit là. Et puis dès le premier jour, parce qu'on a fait une première semaine en fait un petit peu intensive avant les vacances de la Toussaint.
Et c'est vrai que c'était rigolo parce que pendant les récréations, enfin quand on se baladait dans les couloirs ou dans la cour, il y avait des jeunes qui venaient nous demander s'ils pouvaient participer aussi. Mais c'était, voilà, on peut pas le faire pour tout le monde, mais en tout cas, oui, on était contents que ça leur plaise, quoi. Alice. Boris, c'est quoi la cartophonie participative ? La cartophonie participative, c'est un projet qui fait partie de la branche média associative de l'association Chantier Sonore. C'est un projet qu'on a construit en 2023, qui est lauréat du budget participatif de la Gironde de cette même année. Et l'idée de la cartophonie participative, c'est de proposer une cartographie sonore de notre territoire, réalisée par les habitants, pour ceux qui viennent visiter sur le territoire ou qui habitent sur le territoire, et que tout un chacun puisse proposer son regard sonore du territoire. Donc ça peut être présenter un lieu, une initiative, un acteur du territoire, et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être sous la forme d'une carte postale sonore, d'une interview, d'un portrait. Ça peut prendre toutes les formes imaginables. Et nous, Chantier Sonore, on propose de développer un support numérique de cette cartophonie et d'accompagner les habitants du territoire à proposer leur vision de leur lieu de vie. Territoire du bassin d'Arcachon. Parce que nous, on est sur le bassin d'Arcachon. Elsa, quel est le rôle des parents dans toutes vos démarches? Et est-ce que parfois vous les appelez? Et quelle place vous leur accordez justement dans vos ateliers? Même si j'imagine qu'ils ne participent pas directement, ils ne viennent pas physiquement à vos ateliers. Quoique, je ne sais pas. Alors, c'est déjà arrivé qu'on fasse des ateliers avec des parents et on aime bien ce côté-là et donc on le développera, on le refera sûrement. Sinon, sur le projet, par exemple, décrochage scolaire avec le collège Henri Derle, le lien avec les parents, il a vraiment été pensé dès le départ. Boris, peut-être que tu veux en parler parce que... Vas-y, parle-en, parce que tu en parles mieux que moi. Oui, quand on a créé ce projet de résidence de journaliste, pour nous, lutter contre le décrochage scolaire et travailler avec des jeunes qui sont en besoin de réaccrochage, pour nous, c'est impératif de le faire avec les responsables légaux et avec les parents. C'est ce qu'on appelle un travail sur l'axe de la parentalité. Et du coup, c'est associer les parents justement aux besoins du quotidien de leur enfant. Et sur le projet de résidence, en fait, ce qu'on fait, c'est que les éducatrices et les animatrices qui participent avec nous au projet ont une fonction de médiation entre les parents et le projet et l'établissement scolaire. Et tout ça pour présenter le projet, donner des mots et du sens au projet aux familles pour qu'il y ait un écho qui se fasse à la maison aussi sur les points positifs du projet, encourager leurs enfants à continuer de participer et de participer positivement à ce projet. Donc pour nous, il est primordial dans ce projet de travailler sur ce volet parentalité. On essaye de le développer dans d'autres actions aussi. On ne le fait pas tout le temps, c'est aussi sur des besoins et des structures partenaires qui développent ces objectifs-là ou pas. Là, c'était dans le cahier des charges du projet qu'on a construit pour la résidence de journalistes. Mais l'idée à terme auprès des enfants en décrochage, c'est leur réengagement scolaire ou c'est simplement de leur donner confiance en eux? On espère que les deux vont ensemble. En tout cas, le premier objectif, c'est de leur redonner confiance en eux. Et puis ensuite, si ça se poursuit sur un réengagement scolaire, on aura vraiment gagné le pari, mais ça peut être aussi... Parce qu'on est avec beaucoup de jeunes aussi qui sont en fin de parcours au collège, qui sont en 3e. Donc voilà, l'idée c'est que, en tout cas, ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire après la 3e. Et ils n'iront pas forcément tous en seconde générale, ils ne feront pas tous de longues études plus tard, mais si au moins qu'ils aillent faire la formation qu'ils ont envie de faire, que ce soit dans le professionnel ou non. Et puis, qu'ils puissent retrouver confiance et puis, peu importe ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Oui, et puis je pense qu'il y a une notion aussi, les objectifs sont multiples dans ce projet et je pense qu'il y en a un qui est important, c'est montrer à chaque jeune qu'il est capable de réussir quelque chose et de faire quelque chose. Et c'est vraiment, ce projet, il est vraiment là pour les mettre dans une position et une situation de réussite au sein du collège et surtout leur montrer qu'ils sont tous capables de réaliser quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que là, sur les premiers ateliers, on est vraiment tout au début du projet.
Mais on se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont pourtant, enfin voilà, en voie de décrochage scolaire, qui n'ont pas des bons résultats, qui ne sont pas du tout investis dans leur scolarité. Mais pourtant, ils accrochent sur plein de choses. En fait, la radio, ça leur plaît. Le slam, l'écriture de textes, ça leur plaît aussi. Et donc voilà, peut-être que ça leur permet aussi de voir qu'ils sont capables de faire ça et que peut-être du coup ça va leur ouvrir d'autres voies auxquelles ils n'avaient pas pensé, qui ne sont pas forcément les voies les tracées d'avance. Même si l'idée, c'est pas évidemment de pas en faire que des petits journalistes ou que des artistes, hein, parce que c'est pas, on sait que c'est pas le but. Et puis voilà. Il y a ces prises de parole qui s'apparentent souvent, on vous écoute avec beaucoup d'attention, à ces prises de confiance aussi. J'imagine, et je crois que vous venez de l'aborder, que vous avez déjà assisté à des moments magiques, et pourtant on n'est qu'au début de ce projet à la Teste, qui va effectivement s'étaler sur 3 années. Est-ce que ça vaut tout l'or du monde ? Une bonne question philosophique. En tout cas, c'est très... Ouais, moi, quand je vis des moments, des instants comme ça, lors d'ateliers où je vois des jeunes qui ont un déclic, qui se disent « Ah, mais j'adore ça, je veux refaire ça, c'est trop génial », ou qui se mettent à écrire 3 phrases alors qu'ils n'avaient pas rien écrit depuis hyper longtemps et qu'en plus, c'est hyper bien. C'est sûr que moi je me dis ouais, je fais un chouette métier, quoi. Donc voilà. et c'est vous qui l'avez créé, donc encore félicitations à tous les deux. Bravo encore une fois pour tous vos projets, et vous avez un magnifique bébé. J'y reviens, mais les chantiers sonores, c'est vraiment un bébé qui grandit très très bien, et on a hâte d'avoir de ces nouvelles très très bientôt, puisqu'on prendra régulièrement de vos nouvelles pour suivre effectivement vos pérégrinations, si je puis dire. Un grand merci à vous, à tous les deux. Elsa Landard, cofondatrice de Chantiers Sonores, et Boris Duchesneau, cofondateur de Chantiers Sonores. Et je reprécise, vous êtes également tous les deux formateurs et formatrices radio en ZEP. Envoyez-nous vos podcasts, hein. On est friands, nous, avec Alix. Avec plaisir. Critique aussi. Critique constructive, toujours, bien évidemment. Okay, excellente journée à vous, et encore merci d'avoir été avec nous. Alix, on se retrouve demain. À demain. Bonne journée.